Bonjour et bienvenue à notre toute nouvelle émission de politique face à face avec Denis Trottier. On a la chance d'avoir avec nous Denis Trottier, avec qui on va explorer des sujets d'actualité. Puis on va prendre une demi-heure pour vraiment explorer un sujet à fond. Bonjour Denis. Bonjour. Ça va bien? Très bien. Pour ceux qui ne connaissent pas, Denis Trottier est enseignant en sociologie politique au Cégep de Saint-Félicien, ancien maire, député, préfet, conseiller et tout le reste. Quelqu'un qui est impliqué dans son milieu depuis toujours. Denis, aujourd'hui, on s'attaque à un gros sujet, la liberté d'expression versus le fondamentalisme religieux. Bon, tout le monde le sait, ce qui est arrivé avec les événements de Charlie Hebdo. C'est quoi ton analyse, toi, des événements de Charlie Hebdo? D'abord, je me suis procuré le numéro spécial de Charlie Hebdo. Je l'avais apporté, je l'ai oublié dans l'auto. Mais disons que ce qui est fou là-dedans, c'est que les gens qui ont fait la tuerie pensaient éliminer ces gens-là. Et s'ils n'avaient pas intervenu, probablement qu'elle veut dire que d'ici quelques semaines, Charlie Hebdo serait mort parce qu'il était en grande difficulté financière. Il publiait maximum 30 000 copies par numéro. Et là, ils ont réussi à vendre 7 millions de copies. C'est complètement fou. Ça veut dire que dans la vie, c'est pas toujours comme on veut que ça se passe. Puis aussi, c'est que dans le fond, ils ont raté complètement leur objectif. Mais c'est un événement mondial. Hein? C'est quand même, ça a fait le tour de la planète. Puis il y a beaucoup de gens qui se sont sentis interpellés là-dedans pour plusieurs raisons. D'abord, c'est qu'il y a eu une vague de sympathie. Tuer 12 personnes en direct, on pourrait dire, parce qu'il avait fait des caricatures qu'on n'aime pas, là. Ça reste là que tu te sers d'un bazooka pour attaquer des gens qui sont servis d'un crayon, ça ne fonctionne pas. Puis également aussi, pourquoi ça fait un événement mondial? C'est parce que là, les gens sentent que c'est proche de nous, là, que ces actes de terrorisme-là, c'est pas juste dans des pays lointains de nous autres, c'est des pays qu'on connaît, la France, on connaît bien. Puis en plus, ça s'ajoute à des événements qui ont eu lieu, entre autres à Ottawa, à Saint-Jean-sur-Richelieu. Ça fait que là, on s'aperçoit que ça se rapproche de nous autres, ça fait que ça crée une espèce d'insécurité en plus d'une sympathie. Mais c'est aussi parce que c'est une attaque directe à la liberté d'expression qui est une de nos grandes valeurs. Oui, mais parlons de la liberté d'expression. C'est quoi l'état de la liberté d'expression dans le monde? Parce que, tu sais, on est loin de ce qui se passe ici puis ce qui se passe, par exemple, en Arabie Saoudite. On est loin l'un de l'autre. Oui, bien, d'abord, disons que si on regarde en matière de démocratie, là, pas juste liberté d'expression, là, les pays qu'on peut calculer comme étant vraiment démocratiques, c'est qu'il y a, on disait qu'en 2011, là, selon un groupe qui s'appelle The Economist Group, il disait qu'il y avait 11,3 % de pays qui sont considérés comme étant des vraies démocraties. Ça fait que là, ça ne fait pas beaucoup, ça. Puis là, on disait qu'entre autres, pour faire une véritable démocratie, il y a des critères. Ça prend des élections libres et justes, ça prend aussi une liberté politique. Il faut que tu puisses pouvoir dire ce que tu as à dire, liberté d'expression, liberté d'association, de religion, droit à un procès juste et équitable. Puis ça veut dire qu'il y en a 11 % là, qui respectent vraiment tout ça. Puis il y a d'autres critères, mais ça, c'est peut-être parmi les importants. Puis tu vois, en 2011, on disait qu'il y en avait 37 % qui étaient des démocraties imparfaites, là, qu'il y a un bout qui marche, un bout qui ne marche pas. 14 % de semi-dictature, puis 37 % de purement dictature carrément autoritaire. C'est-à-dire que la majeure partie des pays, actuellement, ne sont pas démocratiques. Puis ce qui regarde la liberté de presse, je dirais que c'est une minorité de pays dans lesquels il y a une véritable liberté de presse. Ça, c'est assez tranquille. Puis je dirais qu'entre autres, par exemple, pour illustrer ça, il y a un minimum de 70 journalistes par année qui sont tués. Bon an, mal an. En 2014, 108. Ça veut dire que ça monte au lieu de baisser. Quand on tue des journalistes, là, on ne tue pas... normalement, c'est des gens qu'on devrait protéger. Là. Ça devrait être comme la Croix-Rouge, les journalistes. Normalement, ils devraient comme avoir un statut spécial, mais ce n'est pas le cas. Si on regarde les pays qui sont qui ont le plus de liberté d'expression, c'est les pays scandinaves. Le Canada était 10e en moyenne dans les dernières années, avec le projet de loi C-30 là, qui veut forcer les journalistes à donner leurs sources, etc. Bien là, on est passé autour du 20e rang présentement. Puis en plus, il faut être conscient qu'avec la concentration de la presse, il y a de moins en moins de diversité d'opinions. Puis en plus aussi, c'est qu'on s'occupe beaucoup plus de choses superficielles que de vrais débats. Oui. Puis moi, en tout cas, je ne sais pas si ça t'a fait rire, mais tu sais, il y a eu, je veux dire, on ne peut pas rire de ça, mais il y a eu un grand élan de solidarité partout à travers le monde. Des millions de personnes qui marchent main dans la main, autant des gens d'Israël que de la bande de Gaza, etc.
pour dire la liberté d'expression, c'est important. Mais en même temps, tu l'as dit, au Mexique, ils se tuent, écoute, je ne sais plus combien de journalistes par année. En Russie, il y a eu la mort de journalistes, etc. Est-ce que c'est pas un peu paradoxal? Parce que c'est un peu les mêmes gens qui disent oui, la liberté d'expression, c'est important, mais qui ont voulu que Jeff Fillion arrête de dire n'importe quoi à la radio. Elle est où la limite de la liberté d'expression là-dedans? Parce que c'est compliqué au niveau du journalisme. Je dirais que, d'abord, pourquoi est-ce qu'on parle davantage des événements de Charlie Hebdo que, par exemple, les tueries qu'il peut y avoir en Afrique? Des fois, il y a 200 personnes qui se font tuer, entre autres des jeunes filles, etc. D'abord, parce que ça nous touche plus que dans un pays lointain, bien terre à terre. Également aussi parce que les grandes agences de presse, là, ceux qui fournissent l'information aux journaux, c'est tout nord-américain ou européen. Des grandes agences de presse comme Reuters, comme Agence France-Presse, c'est toutes des agences là, qui sont proches de nous autres. Puis c'est sûr aussi que ça coûte moins cher de parler de ce qui est proche de nous autres que d'envoyer des gens en Afrique. Ça, c'est une autre raison. Puis aussi, c'est que, je dirais, ce qui va choquer, là, c'est un peu comme tu parlais tantôt, c'est que quand tu vois des gens, des premiers ministres, des présidents qui vont marcher pour la liberté d'expression, puis là, ils jurent sur leur âme qu'ils vont défendre ça à la mort, puis une semaine plus tard, tu les vois tous défiler en Arabie Saoudite, ils vont faire leurs condoléances, puis ils vont dire à l'Arabie Saoudite là, qui est tout sauf une démocratie. Tu sais, on sait, là, il y a quelqu'un, Raif Badawi, qui a été condamné à 1000 coups de fouet parce qu'il a voulu faire un site Internet et parler de liberté. Là. Tu sais, puis en plus de ça aussi, c'est que les femmes n'ont aucun droit. Puis là, tout ce monde-là qui ont juré de défendre les droits et libertés vont se prosterner devant le nouveau roi d'Arabie Saoudite en disant « Hey, sois pas inquiète, nous autres, on t'appuie. » Il y a de la récupération politique qui se fait. Là. Oui, il y a de la récupération politique qui se fait. Puis aussi, c'est que, comme citoyens, là, nous autres, on est tous pour ça, la liberté de presse. Tout le monde dit « Si j'avais pu, j'aurais manifesté mon appui, etc. » Mais est-ce que c'est une valeur si fondamentale que ça? Si on demandait aux gens, là, s'ils devaient choisir entre la société de consommation dans laquelle on est, puis la liberté d'expression, je ne suis pas certain que la liberté d'expression gagnerait. Puis en plus, c'est qu'il y a des gens qui disent qu'ils sont pour ça, la liberté, mais ils consomment tellement qu'ils s'étouffent avec leur propre consommation. Dans le fond, ils perdent leur propre liberté parce qu'ils mettent la carte de crédit au bout, comme on dit. Ouais. Puis à ce moment-là, c'est que là, eux-mêmes s'enlèvent leur propre liberté. On a un questionnement à faire par rapport à ça, sur notre propre liberté et sur la liberté d'expression en général. Il y a du ouvrage à faire encore. Puis mettons pour les journalistes, là, que ce soit les animateurs de radio, peu importe, elle est où la limite? Jusqu'où, selon toi, on peut dire quelque chose? Parce qu'il y a des gens qui vont dire jusqu'au temps que ça ne brime pas quelqu'un, il y a des gens qui vont dire on peut rire de tout, il n'y a pas de problème. Elle est où la limite? D'abord, il faut dire que dans les pays comme le nôtre, c'est qu'on ne peut pas avoir de propos haineux qui peuvent conduire à la violence. Par exemple, comme là, on ne peut pas dire que les Anglais sont des méchants puis qu'on devrait les tuer. Là, ça passe pas. Tu peux te faire poursuivre par l'État. C'est que là, ça passe pas. C'est que là, mais il faut être conscient que c'est assez élastique tout ça. Là. Bon, entre autres, on voit là, dans les journaux anglophones, souvent, ils vont dire des choses sur les Québécois. Là. Ils ont comparé Lucien Bouchard à un nazi. Il n'y a rien qu'ils ne disent pas. Puis nous autres, on laisse passer ça. Nous autres, comme Québécois, on est tolérants, mais je dirais que j'aime mieux être trop tolérant qu'être trop intolérant. Ouais. Ça, c'est pas nécessairement facile à gérer. Il faut trouver un équilibre, mais c'est pas nécessairement facile. Puis aussi, c'est qu'il faut se rappeler que dans la question de la liberté d'expression, ça n'a pas tombé du ciel, ça. Là. Ça n'a déjà pas existé nulle part. Là. Ouais. Autrefois, il n'y a pas si longtemps que ça, 150 ans, il y avait à peu près pas de liberté d'expression. Il y a du monde qui ont donné leur vie pour ça. Il y a des gens là, qui non seulement se sont prononcés, ont travaillé, ils ont été pendus pour défendre cette liberté-là. Puis la liberté qu'aujourd'hui, on pense garantie pour toujours dans nos pays, est loin d'être garantie. Si on regarde, par exemple, comme aujourd'hui, justement, c'est le 70e anniversaire des libérations des camps d'Auschwitz, c'est que l'Allemagne, c'était une démocratie avant l'arrivée d'Hitler. Il a été élu démocratiquement. Il a été élu démocratiquement, puis quelques années plus tard, on a perdu toute liberté, de la barbarie comme on n'a jamais vu, puis on a vu ça avec Pol Pot au Cambodge. C'est que c'est très fragile, la liberté d'expression, puis si on ne la prend pas à cœur, ça peut disparaître comme bien d'autres choses.
Mais là, tu sais, quand on regarde, mettons, là, on voit, par exemple, l'accès de l'information. Depuis qu'on a un gouvernement conservateur au Canada, il y a quand même les journalistes sont limités envers leur accès au premier ministre. On a vu qu'on a coupé aussi au niveau de la diffusion scientifique. Est-ce qu'on peut craindre la liberté d'expression au Canada, tu penses? Bien, c'est sûr que je pense qu'il y a des attaques présentement. Il y a des gens qui n'ont pas intérêt à ce qu'on ait vraiment une information intéressante. Mais il faut être conscient là, qu'on est quand même au Canada. Là. On n'est pas au Zimbabwe. Puis nous autres, parce qu'on a cette liberté-là, il faut la protéger ici, mais aussi ailleurs, parce que ce n'est pas les gens qui n'ont pas accès qui vont pouvoir la défendre. Nous autres, il faut qu'ils fassent ça au péril de leur vie. Nous autres, là, il faut qu'on affirme que c'est fondamental, puis qu'à ce moment-là, il faut le défendre la nôtre, mais celle des autres aussi, parce que quand on ne défend pas celle des autres, pas longtemps après, on n'a plus On n'a plus non plus. Là, c'est clair. Puis est-ce que tu penses, parce que dans le débat où on a là, est-ce que tu penses qu'on peut rire de la religion? Oui, je pense que oui. C'est clair. D'abord, il y a une certaine sagesse, là, ou en tout cas, de pouvoir rire de choses qui sont importantes et même sacrées. Il faut prendre du recul un peu. Il ne faut pas trop se prendre au sérieux. Là. Rire, ça fait du bien. La religion, c'est une croyance, c'est pas une vérité scientifique. Pour certains, c'est quelque chose de fondamental, pour d'autres, peut-être moins. C'est sûr qu'il y a toutes sortes de monde qui voient ça différemment. Il y a des gens pour lesquels leur religion est la seule qui va permettre d'aller au ciel. Il y en a d'autres qui se disent, bien, regarde, c'est une formule. Les principes de la religion sont extrêmement intéressants. Je pense que les valeurs qui sont là sont très intéressantes. La foi, c'est intéressant. C'est oui. des fois l'organisation. Mais c'est quand tu es rendu que tu sers de la religion pour tuer, ça ne fonctionne pas. Moi, j'aime mieux rire de la religion que se servir de la religion pour tuer. Puis aussi, c'est que, ça ne date pas d'hier, rire de la religion. Là. Nos grands-parents riaient de la religion. Je me rappelle, ma mère contait là, que quand il y avait du monde qui se prenait pour d'autres, elle disait « Un chien regarde bien un évêque ». Ça fait qu'il y avait des jokes, des farces anciennement sur les curés, des jokes de curés, ça fonctionnait en masse. Ça n'a pas fait mourir la religion comme telle. Puis, je pense que ce qu'il faut éviter, c'est que on peut rire de la religion comme de d'autres choses, mais éviter d'être grossier, vulgaire. Je pense que c'est là qu'il y a une limite qui peut faire que ça peut déborder. Puis, je pense que à partir du moment où, là, on tombe dans la barbarie, on tue 12 personnes parce qu'ils ont fait une caricature, là, ça n'a pas pu se faire au nom d'une religion. Là. Puis, une problématique qu'il y a aussi, c'est que pour la majorité, par exemple, quand on prend le cas de Charlie Hebdo, il y a des gens qui font ça au nom de l'islam, mais pour les gens qui pratiquent l'islam, ces gens-là, ce ne sont pas des islamistes, mais eux le font en leur nom. Pourquoi le fondamentalisme religieux existe, puis comment on peut le prévenir? Comment on devient un fondamentaliste? Qu'est-ce qui se passe? Je ne veux pas de réponse là, parfaite par rapport à ça. Je dirais plus des pistes de réponse. D'abord, il y a probablement plusieurs façons là, d'arriver à devenir un fondamentaliste. Là. Bon, il y en a qui sont extrémistes dans tout ce qui touche, là, que ce soit dans la nourriture, dans la religion, dans n'importe quoi. Il y en a qui sont persuadés que leur religion, c'est la seule qui est bonne, puis c'est la seule qui permet d'aller au ciel, puis que les autres, ce qu'ils se disent, c'est qu'il faut convertir le monde pour qu'ils aillent tout au ciel. Leur objectif, c'est que tout le monde aille au ciel, ça fait que là, ils sont prêts à les convertir. Puis ça, quitte à les tuer s'ils ne changent pas de religion. Puis ça, c'est pas propre à une religion en particulier. La religion catholique a fait ça pendant longtemps, durant les croisades. L'Inquisition espagnole. L'Inquisition, on a tué, on rentrait dans un village, puis on ne questionnait pas le monde. T'es-tu catholique? Oh, il n'y avait pas le temps de poser des questions. On savait que dans ce village-là, il y avait pas mal de monde qui voulait prendre une autre religion, comme les Cathares, entre autres, qui ont été exterminés. Là. On exterminait tout le monde, les hommes, les enfants, tout le kit. C'est ça au nom de Dieu. Ça, c'était notre religion. C'est ça. Bon, après ça aussi, c'est que moi, je pense qu'il y a une forme d'insécurité là-dedans. Quelqu'un qui devient un extrémiste, c'est probablement parce qu'il y a une insécurité. Il n'accepte pas que la religion n'ait pas réponse à tout. T'sais, lui, il ne peut pas prendre des décisions par lui-même. Ça, il prend un catéchisme dans lequel il y a la réponse de A à Z, puis il suit ça à la lettre, parce que c'est un insécure. Pas capable de prendre des décisions. C'est plus facile que se poser des questions. Ben oui. C'est que là, il y a un encadrement, puis tu suis ça. C'est comme dans l'armée, tu suis le pas. Bon. Puis aussi, c'est qu'il y a une certaine mode aussi. Là, c'est que, bon, il y a des gens qui ont des situations pas faciles, qui vivent... puis il y a des injustices dans notre société. Il ne faut pas oublier là, que la société est loin d'être parfaite. Il y a des gens qui vivent dans des conditions extrêmement difficiles, puis qui veulent soit sortir de là, ou soit se venger de ça.
Puis ils veulent faire payer quelqu'un de leur malheur. Puis avant ça, ben, qu'est-ce que les gens ils faisaient? Ils pouvaient rentrer dans une école, tirer sur des enfants pour se venger. Puis en pensant à le vieux professeur qui n'avait peut-être pas été gentil avec eux autres. Mais à ce moment-là, c'est qu'ils passaient pour un malade. Puis, mais là, aujourd'hui, c'est qu'ils peuvent ennoblir leur cause en prenant la religion. Tu sais, mettons, ils vont suivre quelques cours là, dans une mosquée. Ils lisent un peu là-dessus. Ils ne sont pas plus catholiques, ou en tout cas pas plus musulmans que le besoin. Mais c'est plus noble de dire que j'ai tué du monde au nom d'Allah. Tu sais, c'est plus vendant. Là, tu sais, ça fait que là, tu sais, le livreur de Charlie Hebdo, là, lui, il y en avait un qui c'était un des tueurs, c'était un livreur de pizza. Il n'avait pas une vie très intéressante là, qui s'en venait. Est-ce qu'il était vraiment religieux ou est-ce qu'il s'est servi de la religion pour réussir, pour se déculpabiliser? On peut se poser la question. Puis l'abbé Pierre, qui est un grand homme, à mon avis, disait que la seule vraie religion, c'est l'amour. L'amour des autres, puis c'est d'accepter que les autres soient différents. Puis moi, je pense que ceux qui tuent au nom de la religion, bien, c'est d'abord, ils manquent d'amour, puis d'autre part, c'est que non seulement ils tuent des personnes, mais ils contribuent à tuer cette religion-là qu'ils sont supposés de défendre. Fait que ça ne tient pas la route. Là. Tu ne tues pas du monde au nom d'une religion, en tout cas du moins pas en 2015. Puis est-ce que, tu sais, la différence de richesse nord-sud, etc., et les différentes interventions qu'on a faites, par exemple, là, je pense à la Libye, à l'Irak, etc., ou à Al-Qaïda, qu'on a armé à l'époque de la guerre froide pour lutter en Afghanistan, est-ce qu'on n'est pas un peu responsable? Parce que, tu sais, on va changer de gouvernement, on renverse des choses, puis après ça, on les arme, puis après ça, on s'en va, puis on dit, bon, organisez-vous donc. Bien là, c'est évident que pendant une certaine époque, on a armé les talibans, là, qui aujourd'hui ont enlevé des droits à un paquet de monde. Tu sais, c'est que ça faisait notre affaire parce que les autres étaient contre les communistes, puis nous autres, on était contre les communistes. On les a armés, on les a formés, etc. Ils se revirent contre nous autres. Pas parfait, notre affaire, là, tu sais. Puis en plus aussi, c'est que, tu sais, le gars un des tueurs de Charlie Hebdo, il disait nous autres, là, on a un code d'honneur. Nous autres, on tue juste les méchants. Nous autres, là, on a tué des méchants qui s'étaient attaqués à Allah. Ça, on a le droit de faire ça. Les Américains, eux autres, qu'est-ce qu'ils font? Ils rentrent dans une ville, ils tuent des enfants, ils tuent des femmes pour préserver les réserves de pétrole, etc. Fait que c'est sûr que ça, tu sais, ça fait poser des questions. T'sais, on fait comme le donner des raisons pour pouvoir se légitimer, pour pouvoir faire des choses qui sont inacceptables. On a à se poser des questions. Est-ce que nous autres, on a fait ce qu'on devrait faire? Oui. Puis c'est quoi les solutions que les gouvernements peuvent faire concrètement pour enrayer ce problème-là? Parce que là, on est face à un problème, en plus, tu sais, les guerres asymétriques, ça a toujours existé, la guérilla, etc. Mais on dirait que maintenant, ils ont plus d'argent, ils ont plus de moyens. Qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que là, le problème, je pense que tout le monde est conscient, mais il doit y avoir des solutions. Bien, d'abord, il n'y a pas de solution simpliste à un problème complexe. Non. Bon, ça là, ceux qui disent on n'a qu'à augmenter le nombre de policiers ou de soldats, là, là, je pense que ça va prendre toute une série de mesures, puis du temps. Puis, je pense oui, mais il va falloir aussi qu'on soit conscient qu'on ne pourra pas tout arrêter. Là, des malades mentales, il y en avait avant, il va y en avoir encore. Mais je pense qu'on peut mieux gérer ça, éviter le pire. Parmi les mesures qu'on devrait avoir, je pense que travailler à un monde meilleur, parce qu'il va y avoir moins d'exclus. Là, les écarts s'agrandissent entre les riches et les pauvres. Là. Ça donne de la motivation à du monde. Il faut être conscient là, que c'est pas un incitatif pour rester sur son derrière. Aussi, il faudrait que les dirigeants soient plus modestes dans leurs déclarations sur les droits, puis plus actifs dans leurs engagements. Comme je disais tantôt, là, c'est que là, tu fais une belle manifestation, tu es dans le Kodak, comme on dit, puis là, tu es en avant, mais une semaine plus tard, tu es rendu en Arabie Saoudite, puis tu vas te mettre à genoux devant le dictateur. Là. As-tu moyen que, comme on dit, les babines des bottines, ça marche ensemble? Là? Oui. Bon, aussi, je dirais que il faut qu'on affirme, dans chacun des pays, qu'on affirme mieux nos valeurs, nos droits et libertés, puis que quand il arrive quelqu'un dans le pays, tu peux dire, regarde, voici, nous autres, on a une charte des valeurs. Moi, j'aimerais ça qu'il y ait une charte des valeurs. Ça ne réglera pas tout, mais au moins, tu dis, regarde, nous autres, c'est ça, nos valeurs. Ça ne t'intéresse pas, change d'autre pays. Viens, rentre pas si ça ne t'intéresse pas. Mais il faut l'affirmer, il faut le dire. Également aussi, c'est que oui, surveillance policière de plus, parce que là, il faut watcher, là, il y a des malades là, qui courent.
Puis, peut-être aussi pas subventionner les écoles religieuses qui ne respectent pas nos valeurs. Tu sais, on voit là, qu'il y en a qui ont des drôles de formations. On a vu entre autres un reportage à TVA, là, puis, dans lesquels on voit qu'il y a des affaires qui circulent dans des classes. Là, ça n'a pas d'allure. Puis, aussi, peut-être que, tu sais, quand un bon moment donné, tu as le choix entre les réserves de pétrole et les droits et libertés, là, on pourrait-tu, de temps en temps, faire passer les droits et libertés avant les réserves de pétrole? Bien, Puis, c'est ce qu'on voit, parce que moi, quand on s'en va contre l'État islamique, puis on dit que c'est pour préserver les droits et libertés, après ça, je me demande pourquoi on ne fait pas ça au Nigeria ou en République centrafricaine, où il se passe des atrocités aussi pires, en fait. Là. Est-ce que c'est parce qu'il y a des raisons géopolitiques autres? Là, regardez, c'est ce qui est terrible, là, c'est que quand on dit qu'on est défenseur des droits et libertés, puis qu'il y a des pays qui veut dire qu'on laisse tout faire, la barbarie, parce qu'on n'a pas d'intérêt économique, il n'y a pas de pétrole ou autrement, ça questionne. Ça questionne. T'sais, je pense c'est soit que tu dis que la démocratie, c'est fondamental, c'est essentiel, tu t'en mêles partout, ou soit que veut dire que là, tu dis, regarde, on va être franc, là, la business, ça passe en premier, puis en deuxième, ça passe les droits et libertés. Puis en tout cas, ça me fait penser à ça quand tu dis qu'il faut avoir un code moral ou une charte qui dit ça. Quand on regarde, mettons, l'ONU, que la Déclaration des droits de l'homme qui prône tout ça, en fait, là, mais que quand tu rentres dans l'ONU, tu devrais respecter ça, mais dans l'ONU, tu as la Russie, tu as la Corée du Nord, tu as le Tadjikistan. Je veux dire, ça devient pas absurde à un moment donné? J'ai déjà pensé, puis je pense encore, qu'on devrait peut-être avoir une nouvelle organisation internationale qui pourrait dire, regarde, si tu veux embarquer là-dedans, là, tu es obligé de respecter. Pas signer puis faire pareil comme si tu respectais, là. Tu sais, puis qu'on puisse faire une espèce de coalition de pays démocratiques qui pourraient se donner des avantages, puis qui pourraient donner... Il pourrait dire aux autres, là, ben, regarde, nous autres, on ne fait pas affaire avec toi sur telle affaire. Puis aussi publier aussi l'état des pays, là, de dire, d'être capable d'expliquer au monde là, que, regarde, il y a des pays qui ne respectent pas tel type de droit. Puis on a à supporter ça comme pays démocratique. Puis je pense que ça pourrait être une façon de réussir. Parce que l'ONU s'est rendue une grosse organisation bureaucratique. Ils basent beaucoup d'argent, mais il ne se passe plus grand-chose, là. Non, c'est ça. On a vu les scandales aussi de corruption, paix contre pétrole, c'est un peu le royaume du mensonge, puis faites ce que je dis, faites pas ce que je fais, là. Des beaux discours à l'ONU, pas beaucoup d'actions. Puis après ça, il faut être conscient que, quand on a mis en place l'ONU, ça devait devenir un gouvernement mondial, puis qu'à ce moment-là, il pourrait y avoir une armée qui pourrait intervenir. Mais entre autres, les Américains n'ont pas voulu. On dit non, nous autres, on va continuer de prendre nos décisions. Puis on veut que l'ONU, ça prenne la défense des valeurs de l'Amérique. Fait que ça a créé toutes sortes de chiards. Puis en plus, il y a les droits de veto à l'ONU. Les principaux pays peuvent bloquer des résolutions, ça ne fait pas leurs affaires. Il y aurait un gros ménage à faire là-dedans. Puis comme citoyen, moi, comment on peut agir, en fait, en étant plus tolérant? Parce que là, il y a beaucoup d'amalgames qui se font. Là. Ça peut être dangereux aussi au niveau des opinions que ça crée avec l'information qu'on a, en fait, aussi. Bien, d'abord, il faut reconnaître, il faut savoir qu'on est dans des situations privilégiées. Des fois, il y a des gens qui ont l'impression qu'on est dans un pays pas terrible. Là. Réveillons-nous. Là. Moi, des fois, comme je dis au monde, dans quel pays tu déménagerais là, que c'est mieux qu'ici? Il n'y a pas tant de pays que ça que c'est mieux. Il faut prendre conscience qu'on est dans une société privilégiée. Deuxième des choses aussi, accepter sur une base individuelle que les autres soient différents de nous autres. C'est clair. C'est clair. Puis ça, c'est... Voltaire disait qu'il faut prendre la défense des gens qui pensent le contraire de nous autres pour qu'on puisse continuer de penser le contraire d'eux autres. C'est que là, moi, si je veux être capable de penser différemment des autres, il faut que j'accepte que les autres pensent différemment de moi. Moi, ça ne me dérange pas que les autres ne pensent pas comme moi. Parce que moi, je vais me garder la possibilité de ne pas penser comme eux autres. C'est sain, un débat de société. C'est sain. Bon, après ça aussi, c'est que là, s'informer plutôt que de répéter des ragots, là, mais ça demande des efforts. Pas toujours évident. Exiger aussi que nos gouvernements fassent pression sur les pays qui ne respectent pas les droits et libertés. Ça fait partie de notre rôle de dire, on parle des vraies affaires, là, ça fait partie des vraies affaires, ça. Là. Parce que c'est la journée qu'il n'y aura plus de liberté d'expression là, ailleurs, quand la liberté des autres est menacée, la nôtre aussi est menacée. Aussi, je pense qu'il faut demander au fédéral de diminuer les dépenses dans l'armement. Plus tu dépenses dans l'armement, plus tu es en train de faire des actes guerriers. Je ne dis pas qu'il faut abolir l'armée, mais peut-être qu'il faut revenir plus à un rôle de gardien de la paix. De toute façon,
c'est pas nous autres qui va faire la différence, je veux dire, là, au niveau international, là, que nous autres, on s'en mêle, s'en mêle pas. Puis ça prend du monde qui vont rester un petit peu plus en recul. Puis on avait une bonne image là-dessus, puis moi, je pense qu'on devrait revenir là-dessus. Puis exiger qu'on transforme progressivement nos industries de guerre. On a au Québec, mais surtout en Ontario, des industries comme là, entre autres, là, ils vont vendre pour 15 milliards de chars d'assaut qui vont être produits en bonne partie en Ontario. C'est clair. Si nous autres, on disait, on diminue progressivement notre industrie d'armement pour aller vers des technologies pacifistes, bien, si on n'avait plus besoin de vendre de tanks, peut-être qu'on ne serait pas obligé de se mettre à genoux devant l'Arabie saoudite. Ouais. Si on les avait vendus des frigidaires, là, peut-être que veut dire que ce serait plus facile à négocier, puis ce serait probablement moins dangereux pour les propres citoyens. Ils pourraient distribuer des frigidaires au lieu de distribuer des armes. Là, puis... Hey, le dernier élément, je te laisse rapidement. C'est que là, il ne faut pas paniquer non plus par rapport à toute l'histoire du terrorisme, le kit. Il y a des gens là, qui sont en train de créer une espèce de sentiment d'insécurité. Ouais. Pas mal plus de chances de mourir d'un accident d'auto que d'une tuerie terroriste. C'est vrai. Ça, je pense que ça fait partie de la game. Mais merci, Denis, de ton éclairage là-dessus. C'est rapide, c'est concis, mais il se passe beaucoup d'affaires. Merci. J'espère que vous avez apprécié notre première émission. Suivez-nous la semaine prochaine. On va parler du pouvoir médiatique. J'espère que vous allez être bien. Merci. Au revoir. Bientôt, nous mettrons fin à la sclérose en plaques. Grâce au rôle de chef de file du Canada dans la recherche, nous sommes à un pas de trouver le remède. Et le chemin pour y arriver commence ici, avec vous. Inscrivez-vous dès aujourd'hui sur marchedelespoir.com. Faites un pas. Vous pouvez mettre fin à la sclérose en plaques. Ils étudient, elles travaillent, ils créent, elles innovent, ils grandissent. Sans leur présence, le Québec ne serait pas complet. Des milliers d'hommes, de femmes et d'enfants contribuent plus que jamais au développement de notre société. L'avenir du Québec ne peut s'écrire sans l'immigration. Cet hiver, avant de prendre la route, composez le 511 ou consultez le québec511.gouv.qc.ca pour planifier vos déplacements. Prenez le volant en toute sécurité.